Bienvenue à cette séance. Et donc nous avons l'opportunité d'avoir ici à cette table Yves Lecointre, qui est le patron depuis une bonne vingtaine d'années, sinon plus, du FRAC Picardie, et qui a comme particularité d'avoir très tôt fait le choix du dessin. Et ça va être d'ailleurs un des points centraux de cette discussion. J'ai la chance également d'avoir à ma droite Christian L'Hôpital, qui est artiste, qui vit et travaille à Lyon, et qui bénéficie, je crois, sur le salon d'un focus à la galerie Chantier Boîte Noire, qui est une galerie de Montpellier, je crois. Et puis à ma gauche, Philippe Piguet, qui est le directeur artistique de la Foire, qui est également critique d'art, journaliste, qui collabore à beaucoup de revues, en particulier à L'Œil, qui est l'une des deux publications du groupe Art Clair que je dirige, que je le précise à titre déontologique, et il est par ailleurs un ami. Et puis moi-même, donc, qui suis rédacteur en chef du Journal des Arts. Monsieur Lecointre, donc vous êtes depuis 1985, c'est ça, le patron du FRAC Picardie, qui est basé à Amiens, et qui, comme je le disais, donc, a comme particularité d'avoir très tôt décidé de spécialiser les collections sur le dessin. Est-ce qu'on peut revenir sur ce choix? Comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que cette décision a été prise? 1, 2, oui. Pardon. J'espère que je ne vais pas accrocher. C'est très proche. Oui, donc cette décision, elle est en germe dès les toutes premières réunions de ce qu'on appelle un comité technique d'achat, puisque, pour rappeler rapidement comment fonctionne un FRAC, il y a un patron, mais je récuse ce titre. C'est vraiment une action collective qui est conduite avec un directeur et un comité technique d'acquisition. Et ce comité, dès les premières réunions qui ont été les siennes en 83, a déjà, dans ses premières lignes de compte-rendu, notifié un intérêt pour le dessin. Donc c'est, je dirais, presque dès la première heure que cette chose est apparue. Et de par un peu les contraintes que les uns et les autres ont pu connaître dans les toutes premières années, on a très vite vu quelles pouvaient être les limites d'un exercice un petit peu universaliste de collecte d'œuvres, puisqu'à l'époque, on parlait de fonds, et qu'on n'était pas du tout sur le même profil d'institution que celui que nous connaissons aujourd'hui après 30 ans d'existence, et que ces FRAC étaient vraiment des fonds qui devaient détenir des œuvres mises à disposition des musées et des acteurs culturels régionaux, qui faisaient à partir de ça des collections. On n'était pas encore dans un schéma avec un directeur qui avait un projet artistique et culturel. Et à l'époque, on ne recrutait pas des directeurs en tant que tels, mais des administrateurs, puisque la fonction je dirais, intellectuelle était assumée par ce qui s'appelait à l'époque un conseiller artistique régional, qui était le représentant du Centre national des arts plastiques et de la délégation aux arts plastiques dans chacune des DRAC. Donc il y a un petit peu d'histoire institutionnelle à faire pour bien comprendre comment les choses se sont engagées. Mais c'est dès 85, à partir de l'exercice effectivement des 2 premières années d'acquisition, un certain nombre de contraintes qui étaient posées aussi par les élus. Quelles contraintes? Celle, comme toujours, et que tous les autres ont pu rencontrer de manière plus ou moins prégnante, celle d'interpréter Fonds régional d'art contemporain comme un fonds d'art contemporain régional. Donc la distinction est quand même très importante. L'intention des créateurs était de faire en sorte que la création actuelle, sans approche géographique, sans contingence géographique, puisse être présente dans chacune des régions. Vous voulez dire qu'au début, il y a eu des pressions pour que vous achetiez des artistes régionaux? Oui, il y en a toujours. De toute façon, partout, il y en a toujours, je pense. Elles sont plus ou moins marquées. Et nous avons trouvé comme pirouette pour répondre à cette pression une attitude qui était celle de concevoir une stratégie de rattrapage patrimonial par rapport à des artistes importants, historiques, qui avaient été ignorés par les musées.
C'est ainsi que nous avons acquis, et il y a peut-être quelques diapositives qui circulent derrière moi, des œuvres de Masson, d'Alechinsky, de Hubac, d'Hélion, qui avaient à un moment donné ou à un autre eu une présence ou une relation plus ou moins forte avec la Picardie. Alors je ne vous cache pas qu'on a tiré un peu les choses par les cheveux pour trouver des arguments. Hélion n'a fait que l'école primaire à Amiens, il n'a jamais dessiné ni peint à Amiens. Bon, voilà. Donc il y a eu cette approche-là, mais ces noms-là donnent déjà, si vous voulez, une orientation. C'est-à-dire qu'il y a quand même un rapport au dessin qui est évident à partir de ces artistes qui ont eu, au travers de leur appartenance plus ou moins marquée, forte, fidèle au surréalisme, un rapport au dessin qui était évident. Donc quand on s'est posé la question de la relation entre les budgets qui étaient les nôtres, le contexte régional aussi qui préexistait, c'est-à-dire pas de musée d'art moderne, pas de musée d'art contemporain, pas d'école d'art qui offrait un cycle de formation complet. Et on s'arrêtait à la 2e année et on allait passer ensuite ailleurs. Bon, un contexte très difficile. Il a fallu faire ce, et aussi les contraintes budgétaires, puisque le budget n'était pas énorme. Il a fallu faire un choix et donc optimiser en quelque sorte l'ensemble de ces paramètres pour créer un projet qui répondrait aussi, au-delà de la mission d'acquisition, aux missions de diffusion et de médiation qui sont celles auxquelles les FRAC pour lesquelles ils ont été créés et auxquelles ils sont très attachés sur l'ensemble d'un territoire. Voilà un peu les éléments. Alors, donc il y a eu des périodes, bien évidemment, dans l'ensemble de ce développement. Et à partir donc de octobre 85, cette notion de dessin, je dirais qu'on ne fait pas une collection de dessins, on fait une collection sur le trait et sur la ligne. Sachant que pour nous, le dessin, ce n'est pas uniquement une feuille de papier, ce n'est pas uniquement une œuvre bidimensionnelle, mais que, au travers de la lecture que nous pouvions en faire au sortir des années 70, c'est-à-dire il faut bien se dire que quand les FRAC sont créés, vers quoi regardons-nous ? Vers les années 60 et les années 70. Il ne faut pas oublier ça, c'est assez important quand même à constater, à ne pas oublier, parce qu'aujourd'hui on est dans une effervescence du marché, des institutions, de la mondialisation, et le regard qui pouvait être porté au tout début des années 80 est complètement différent, beaucoup plus restreint que celui que l'on peut avoir aujourd'hui. Le mur de Berlin existait toujours. Donc il y a des clivages dogmatiques, intellectuels qui sont marqués et qui sont, je pense, qui pourront être analysés ultérieurement, peut-être que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. On se posera ce type de questions de nature sociologique et historique sur les choix qui ont pu être les nôtres à cette époque. Donc le trait et la ligne, que ce soit du papier, de la sculpture, et vous avez des exemples qui circulent, et pour arriver au dessin mural, mais aussi à ce que nous appelons le dessin éveillé, c'est-à-dire le dessin en mouvement, qui permet à la fois de parler de dessin informatique, de dessin virtuel ou de dessin animé, suivant des technologies ou des pratiques techniques cinématographiques habituelles. Voilà. Donc décision, si j'ai bien compris, en octobre 85. Est-ce qu'il y a eu des remises en cause de cette ligne directrice en une petite vingtaine d'années ? Par les comités, non, parce qu'on a eu cette chance de vivre une forme de statu quo, et pendant les 10 premières années, c'est le même comité technique d'achat qui a œuvré et qui n'a pas changé une seule personne. Donc il y a une durée aussi, il y a un rapport à la durée qui a été très intéressant, très important, et on a un peu préservé ça en dictant une règle au FRAC Picardie qui ensuite a été reprise au niveau national, c'est de renouveler toujours le comité par moitié, pour avoir toujours une sorte de transmission, si vous voulez, de passage de relais qui était essentiel au projet qui était le nôtre. Peut-être que ce ne serait pas efficace pour une autre politique, etc. Bon, Philippe, qui a fait partie de cette aventure, a pu voir comment ça fonctionnait, sachant que ce mandat, qui est normalement un mandat de 3 ans pour un membre, peut être renouvelé une fois. Donc on a toujours, si vous voulez, des gens qui viennent au minimum 6 ans et qui ont vraiment un travail de recherche, alors qui se fait, je
dirais, le choix des membres du comité se fait de manière suivant un mot que moi je n'apprécie pas tellement, si vous voulez, parce que c'est pas très républicain, mais qui correspond qui est une nécessité, je dirais, dès l'instant où on partage un vrai projet, que ce projet il est clairement identifié, identifiable, qu'il est énoncé de manière très claire. C'est une sorte de cooptation entre moi et les personnes que j'invite à participer à cette aventure. C'est vous qui les cooptez. Voilà, c'est moi qui leur Donc demande, qui mais eux me disent aussi, je leur donne les règles du jeu en quelque sorte. Je leur dis, voilà, c'est construit comme ça. Si je pense que vous devez venir travailler avec nous, c'est parce que je pense à telle chose et à telle autre, et à telle... Votre curiosité, c'est celle-ci, elle m'intéresse, donc est-ce que ça vous intéresse de venir la partager avec nous et de venir enrichir de vos choix notre propre aventure. Voilà. Alors, vous citiez Philippe Piguet. Philippe Piguet, vous qui avez un regard plus large sur les fracs, en 85, le frac Picardie était précurseur, puisqu'on n'imaginait pas à cette époque-là que le dessin aurait l'engouement qu'il a aujourd'hui. Est-ce que le frac Picardie est resté le seul à avoir une collection uniquement centrée sur le dessin? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a certains qui ont plus développé le dessin tout en gardant une collection plus plasticienne, traditionnelle? Alors, pour la connaissance que j'ai de ce terrain, et qui est quand même assez élargie, ayant participé à 6 comités techniques de FRAC différents, je crois qu'on peut dire que le FRAC Picardie est le seul, absolument, qui est totalement dédié à la cause du trait de la ligne, comme le dit Yves, du moins du dessin. Ce qui n'empêche évidemment que l'on peut repérer dans certains autres fracs une accentuation plus ou moins importante sur ce vecteur. Mais ce qui est peut-être plus notable d'ailleurs par rapport à l'histoire même des fracs, c'est comment, à l'instar justement du frac Picardie, certains autres fracs se sont donné en quelque sorte une identification sur une direction comme par exemple, différente, comme par exemple l'architecture pour le frac centre, qui est vraiment un frac, je dirais un peu dans une équivalence avec celui de Picardie, par son exclusivité. On pourrait trouver une orientation dominante, par exemple, du design au frac Nord-Pas-de-Calais. On trouverait une orientation assez majeure de la photographie en Basse-Normandie. On trouverait une orientation dominante de la peinture en Bretagne. Et on pourrait encore citer d'autres vecteurs qui sont plus des entités abstraites, comme par exemple en Alsace où j'ai siégé au comité technique, le terme qui revenait tout le temps était le territoire, au sens large du terme, pas le territoire alsacien, bien entendu, comme le disait Yves, il s'agit de fonds régionaux d'art contemporain et non pas de fonds d'art contemporain régional. Donc voilà, effectivement, au fil du temps, un certain nombre de fracs ont petit à petit, effectivement, dessiné leur histoire par rapport à des axes plus marqués. On pourrait encore en citer d'autres. Bon, mais je ne vais pas assommer tout le monde avec la liste des 22. Parce qu'il y en a 22, oui. Ah, il y en a 22. En tout cas, pour aller dans le sens de ce que dit Yves, je voudrais ici juste apporter un exemple anecdotique et illustratif de son propos. Comme il vous l'a dit, donc j'ai été effectivement invité à participer au comité technique du FRAC Picardie, à l'invitation de Yves. On se connaissait, il savait sans aucun doute aussi quelles étaient mes curiosités, mes envies, mes intérêts. Et je me souviens toujours, quand je pense au FRAC Picardie, à cette balade que je fais un jour à Bruxelles, en travers les galeries, et où je vois dans une galerie une magnifique pièce de Tony Cragg, sculpteur anglais, notable, connu, et qui était comme une espèce de pièce avec des modules en éventail qui procédaient de découpe. Et tout de suite, je me suis dit, tiens, voilà, ça c'est exactement ce que le FRAC Picardie peut avoir dans sa collection par rapport à l'idée très générique du dessin et étant pourtant une œuvre de sculpteur. Bon, le fait est qu'elle est dans la collection du FRAC et qu'elle est passée en commission et qu'elle a été acquise par vote, parce qu'on travaille toujours par vote, quels que soient les territoires. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un exemple de l'élargissement, en quelque sorte, de la notion de dessin dans la collection du FRAC, dont je voudrais dire publiquement, parce que c'est important, qu'il est un FRAC exemplaire dans la façon d'avoir constitué sa collection, qui plus
succès, et c'est très important dans la façon de l'avoir géré. En quoi est-il exemplaire ? Parce qu'il y a une tenue. Il y a une tenue qui est déjà ce vecteur, qu'il y a un C'est choix peut-être lié au fait qu'il y a le même patron depuis très important. 25 ans. Très important, J'imagine que bien quand on entendu. change de patron régulièrement... Oui, ça crée des turbulences, irrésistiblement. Et il est exemplaire parce qu'il a été installé longtemps dans un bâtiment qui n'était pas particulièrement ample ou spatialement intéressant, je dirais, et que par-delà justement ces difficultés et ces contraintes immobilières, le FRAC a développé une action absolument efficace d'exposition avec la collection, de diffusion. On oublie que c'est une des missions du FRAC, de diffusion en région de la collection. Et là, je peux dire que si j'avais gardé tous les cartons, ce que sans doute Yves a dû faire, évidemment, tous les cartons du FRAC, ce serait une belle démonstration. Et puis, alors, précisément, cette gestion, parce que c'est vrai que j'ai été complètement scotché, pour le dire un peu simplement, lorsque j'ai vu la première fois les réserves du FRAC, tout était en caisse, rangé, et notre ami est quelqu'un qui est, comme moi sans doute, donc il va l'accepter, un peu maniaque. Alors, une des missions du FRAC, c'est effectivement d'acquérir des œuvres d'art contemporain. Christian L'Hôpital, est-ce que vous avez fait une cartographie des FRAC, je veux dire ceux qui auraient acquis vos œuvres? Est-ce qu'il y a un certain nombre de FRAC qui se sont spécialisés sur les œuvres et en particulier les dessins de l'hôpital? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre cartographie régionale? Je ne peux pas expliquer une cartographie régionale, mais... La décrire peut-être. Oui, simplement, moi j'ai des œuvres dans trois FRAC, le FRAC Rhône-Alpes, le FRAC Picardie et le FRAC Île-de-France. Mais il est vrai que le FRAC Picardie est le FRAC qui a acquis des dessins. Moi, vous avez une idée du nombre de dessins acquis au FRAC Picardie? Une grande pièce constituée de 91 dessins. Ah oui. Voilà. Et ce qui a fait penser à une critique que j'étais un des artistes les plus collectionnés en France. Les plus collectionnés parce que parce que dans les statistiques on compte 91 dessins de Christian L'Hôpital. Donc en fait c'est une seule pièce constituée de 91 dessins. Voilà. Et puis récemment, donc il y a quelques mois en arrière, une nouvelle acquisition du FRAC Picardie, donc quelques dessins, 5 dessins. À partir de quand vous avez senti que les FRAC se sont intéressés davantage au dessin en général et à votre travail en particulier? Je suis d'une génération où je vois émerger les FRAC. Et donc c'est un peu compliqué parce que quand je présentais mon travail avant les années 80, on me demandait si je travaillais sur toile ou si j'utilisais un autre support que le papier. Donc voilà, c'était assez bizarre. Donc je pense que le FRAC Picardie a contribué à décloisonner la pression exercée, non pas sur les artistes, mais sur leurs moyens d'expression. C'est-à-dire qu'il y avait un cloisonnement fort, et là donc c'est décloisonné par le FRAC Picardie, il me semble, essentiellement, pour ce qui est du domaine du dessin. Oui, c'est curieux parce qu'on pourrait s'attendre à l'inverse, que spécialisation d'un FRAC sur le dessin, c'est une certaine façon légitimer, donner ses noblesse à une discipline, à un média qui, constituant une collection à part entière, moi je l'aurais compris plutôt dans ce sens-là. Oui, c'est ce qui s'est passé. Il y a des lettres de noblesse qui ont été acquises pour le dessin, vis-à-vis du dessin. Je pense que ça a été souvent le parent pauvre, en fait. On considérait que le domaine... je pense à Picasso, par exemple, on a considéré que c'est le grand peintre et c'était aussi un grand dessinateur, mais la partie du dessin était quand même très souvent laissée un peu dans l'ombre. Madame, vous souhaitez intervenir peut-être? Alors c'est Christian L'Hôpital qui est artiste et qui est en train de nous expliquer... Donc je ne sais pas comment poursuivre par rapport à... Alors donc vous disiez qu'il y a 3 FRAC qui aujourd'hui se sont intéressés à votre travail. Est-ce que vous pensez qu'il y a une espèce de contamination qui veut qu'à partir du moment où il y a un FRAC, en plus un FRAC emblématique dans le dessin qui soit celui de FRAC Picardie, du coup les autres se sont davantage intéressés à votre travail Voilà, ça c'est une grande question. Je ne peux pas... Je peux faire plus court. Je ne peux pas en parler. Je pense qu'il y a quand même aussi... au fil des années, il y a aussi des difficultés que les FRAC ont rencontrées, la plupart du temps, ou même le milieu de l'art contemporain, c'est aussi la question des moyens.
d'une part. Et puis après, il y a aussi la question des générations aussi, qui rentre en ligne de compte par rapport au FRAC. Un artiste, il continue à faire son travail. Moi, ce qui m'importe, c'est la liberté du dessin. Ce qui m'importe, c'est la passion du dessin, et plus que l'engouement du dessin. Mais j'apprécie qu'il y ait justement cette grande liberté qui est amenée notamment par Drawing Now et par beaucoup d'expositions qui se passent maintenant dans le monde. Vous ne faites pas que des dessins, me semble-t-il. Non, je Il y a quelques fais aussi des sculptures. dessins muraux, des dessins éphémères, des dessins qui disparaissent une fois qu'ils ont été réalisés, c'est-à-dire qui sont recouverts de peinture, pas par moi. En général, ces dessins, je les réalise dans des centres d'art ou dans des musées, voilà, donc dans des lieux institutionnels. Et donc là, bien sûr, pour parler de la notion élargie de dessin, les dessins disparaissent, il n'y a plus de problème de stockage, d'encadrement. Oui, encore que je note qu'ici sur le salon, de plus en plus, les dessins sont encadrés. Les premières éditions, il y a 3 ou 4 ans, 5 ans, les dessins étaient puisés sur le mur. Et puis je note que d'année en année, comme c'est le cas pour la photo d'ailleurs, de plus en plus, on voit que les dessins sont présentés par les galeristes dans des cadres magnifiques. Je trouvais que ça s'était développé. Je pense que ça permet aussi de recentrer sur le dessin lui-même. C'est-à-dire que tout va dépendre du format. Un dessin mural, c'est l'espace architectural qui est pris en compte aussi. Donc un dessin sur papier, on parle souvent de fragilité du dessin, et je pense que la question de la fragilité n'est pas plus importante que pour une sculpture ou pour une peinture. Il faut faire attention à diverses choses, et si on est soigneux, c'est très bien. Donc tout se passe bien, mais le fait qu'il soit encadré, ça permet aussi de reconcentrer son regard et d'affirmer quelque chose par rapport au mur aussi. Donc la question d'espace aussi correspond, enfin, il me semble, agit entre le dessin et le lieu où il est présenté. Oui, donc il y a c'est une pas simplement une interrelation, protection ou un encadrement pour faire chic. Pour faire chic. Avant de revenir au FRAC Picardie, je voudrais qu'on ait une discussion, avoir en tout cas votre réaction à tous les trois. On disait tout à l'heure qu'il y avait un FRAC qui était dédié au dessin. Il y a un salon qui est dédié au dessin, d'ailleurs. C'est la 4e ou 5e édition, 7e édition, pardon, monsieur le directeur artistique. Des artistes qui sont spécialistes dans le dessin. Est-ce que, on parlait du décloisonnement tout à l'heure, Philippe Piguet, est-ce qu'on peut considérer qu'il faut continuer à avoir cette discrimination positive pour le dessin et le traiter à part, ou est-ce qu'au fond, dans un certain nombre d'années, le dessin, je parle du dessin contemporain, va rejoindre la grande famille de l'art contemporain, au même titre que la vidéo, la photo, les installations, et qu'au fond, on n'aura plus besoin de traiter le dessin à part pour lui donner cette légitimité à la fois sur le marché et puis vis-à-vis des critiques et historiens d'art. D'abord, je ne parlerai pas de discrimination, je parlerai de distinction. Positive. Oui, mais positive. alors, plutôt que de dire discrimination positive, disons distinction, distinguer quelque chose. C'est quand même le sortir d'un certain contexte. Moi, je pense que le dessin, d'une part, c'est quand même une pratique qui a toujours existé. Il faut surtout avoir déjà ça en tête, ça a toujours existé. Le regard que l'on porte sur le dessin, lui, il bouge. C'est exactement la même chose que pour la peinture. Quand on dit qu'il n'y a plus de peintres, je trouve ça complètement dingue. C'est pareil, ça dépend de la façon dont le regard se porte sur l'objet. C'est ça qui est important, comment il s'y appuie. C'est vrai que depuis, allez, on va dire peut-être une dizaine d'années, et là le FRAC, le Picardie aura été un peu pionnier à sa manière, puisqu'il est antérieur, que depuis une dizaine d'années, le plus grand nombre, pour ne pas dire le grand public parce que ce n'est pas possible, mais le plus grand nombre des regards qui se portent sur l'art contemporain a de nouveau retrouvé, je dirais, le chemin du dessin. Ça, c'est certain. Alors, c'est dû à quoi? Moi, dans mon analyse, c'est dû au fait que l'art contemporain lui-même a connu, et tout le monde connaît depuis une vingtaine d'années, un essor indiscutable. Dans le contexte, je dirais, de la société civile, la présence de l'art contemporain, c'est devenu presque une sorte de nécessité, de part pleine, je dirais, de la vie active. Que ce soit, je ne sais pas, vous voyez une pub à la télévision, et puis tout d'un coup, vous allez voir qu'il y a une référence à l'art contemporain, que ce soit un tableau de Basquiat ou de Warhol, qui sont quand même encore des artistes très contemporains. Donc, le fait du développement de l'art contemporain a évidemment entraîné aussi celui du dessin, d'autant que
compte tenu de tous les événements aussi économiques qui existent. C'est-à-dire que ce soit aussi bien finalement des développements assez positifs que des développements critiques, le dessin y a trouvé sa part. Soit parce que c'était à des moments positifs économiquement, et à ce moment-là, le dessin prenait sa part comme les autres médiums, soit dans les temps de crise, le dessin finalement demeure un des vecteurs où on peut continuer d'acheter de l'art contemporain, d'acheter de l'art en tout cas. Donc je ne vois, vous allez me trouver très optimiste, d'abord c'est ma nature, mais en plus c'est parce que je crois effectivement que c'est un objet, le dessin, qui est irrésistiblement dans cette façon où le regard s'est de plus en plus porté sur lui, promu d'un avenir certain dans les, je sais pas, 10-20 ans à venir. Je ne suis pas devin ni prophète, mais je pense en plus que ce qui fait sa qualité fondamentale, c'est cette proximité qu'il vous propose, cette forme d'intimité presque qu'il vous propose. On le dit ici, je l'entends de la part des exposants, je l'entends de la part des visiteurs depuis que j'y suis 24 heures sur 24, c'est-à-dire depuis 4 ans que je fréquente ce salon et du moins que je participe à son organisation. Moi, je suis frappé d'entendre dire « Ah, on est bien, ah, c'est tranquille ». Les gens prennent leur temps. Pour dire qu'il n'y a pas ça à la FIAC ou à Art Paris. Absolument il faut continuer pas. à avoir une foire distincte du dessin pour avoir cette qualité de contact et de visite. C'est ça que vous dites, monsieur le directeur artistique. C'est tout à fait ce que je dis. Drawing Je Now. suis ravi d'ailleurs d'avoir entendu le mot distinct. Non, oui, je crois effectivement. Je pense que des foires qui sont des foires mix média, pour le dire simplement avec un langage qui ne me plaît pas, mais tant pis, multiplastique. C'est sûr que d'une part, elles sont beaucoup plus importantes en nombre. 140 exposants ici, 280 ici, ça devient de la folie. Qu'est-ce que vous voulez ? Quel temps pouvez-vous consacrer au regard sur l'œuvre ? C'est plus possible. Un salon comme celui-ci, c'est un salon qui, avec un nombre d'exposants relativement modéré, 85, va proposer un ensemble d'environ 400, on a calculé 450, 460 artistes différents. Irrésistiblement, vous allez avoir un temps de visite, un temps offert qui va être beaucoup plus tranquille. En fait, vous voulez dire, Philippe Piguet, que si le dessin était noyé dans une foire multidisciplinaire, mix média, comme vous dites, il y aurait moins d'attention des regardeurs sur le dessin, mais je pense à l'inverse d'une foire comme celle-ci. Je pense que c'est tout à fait le cas de la FIAC. À la FIAC, il y a des dessins, mais les gens les regardent, je dirais presque, avec une espèce de distanciation minorée. Parce qu'il reste aussi un peu en arrière-plan. Est-ce qu'il n'y a pas cette notion de hiérarchie des médias et qui fait qu'au fond, le dessin, ça reste une esquisse préparatoire à une huile sur toile et que du coup, on regarde le dessin avec un peu moins d'intérêt Oui, il y a quelque chose, comme vous le dites, de la part des médias qui sont quand même terriblement gourmands de spectacles. Les médias, c'est nous, hein, c'est ça, les journaux. Les médias, c'est nous, mais j'en fais partie. Hein. Les médias, c'est nous, ils sont gourmands de spectacles, gourmands de hiérarchie, gourmands de concurrence, alors qu'avec le dessin, on reste dans une mesure qu'on pourrait dire, parce que c'est notre pays, une mesure plus humaniste. Christian L'Hôpital, est-ce que vous partagez cet avis selon lequel il faut que le dessin, pendant quelque temps, continue à bénéficier d'un traitement distinct et, par exemple, comme le disait Philippe Piguet, si le dessin était noyé dans une foire généraliste, on le regarderait moins. Vous qui avez évidemment eu beaucoup de confrontations avec des amateurs, des regardeurs, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'on regardait mieux votre travail quand il était dans un environnement purement de dessin que quand il était noyé, entre guillemets, dans un environnement plus riche sur le plan des médias? C'est difficile pour moi de réfléchir à la place du regardeur, hein. Donc, de me placer. Mais peut-être avec les questions qu'il vous pose. Non, mais simplement, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il me semble que il faut aller vers le dessin. Et je rejoins ce que vient de dire un petit peu Philippe Piguet par rapport à la question de l'intime et de la plongée qu'on peut avoir ou de l'attention qu'on peut avoir dans le dessin. Le dessin il permet donc des rêves, des voyages incroyables. Donc ce rêve et ce voyage, parce que je pense à une série de dessins qui est réalisée simplement avec un cheveu, par exemple, donc d'une très grande fragilité. Tout ça, dans le domaine du salon du dessin, on peut
c'est vrai qu'il y a une sorte de calme qui est instauré, mais je pense aussi à la question de la reproduction des dessins dans la presse. Et il est vrai qu'un dessin, c'est plus difficile, ça peut avoir moins d'impact qu'une photographie ou une sculpture. Donc c'est pas un jugement négatif, bien sûr, mais c'est la question de l'impact visuel. Donc voilà, peut-être, j'espère que on pourra, grâce au salon de dessin, par exemple, ou à toutes les expositions de dessin qu'il peut y avoir, on peut réaffirmer cette question et cette passion du dessin. Est-ce que dans 20 ans, le FRAC Picardie continuera à axer l'essentiel de ses acquisitions sur le dessin? Pour rester dans notre débat sur est-ce que le dessin doit continuer à avoir une distinction positive ou est-ce qu'un jour le dessin va être traité comme un média à part entière de l'art contemporain? Moi, je crois qu'il est un média à part entière. Bon, peut-être que c'est des effets de marché ou de salon qui font qu'on va acheter le projecteur de manière plus appuyée qu'on pouvait le faire avant, mais les artistes ont toujours dessiné. Moi, je ne crois pas qu'il y ait nécessairement de recrudescence du dessin chez les artistes. Bon, on en voit peut-être plus parce qu'il y a aussi des motifs économiques et Philippe, on a expliqué un petit peu les mécanismes. On sait très bien que le marché de l'art a été tiré vers le haut et que les gens... Tiré vers le haut par par un certain nombre de galeries et par un certain nombre de mécanismes de collection qui sont... bon, on ne va pas rentrer sur les schémas, sur l'analyse de tous les mécanismes spéculatifs ou des œuvres qui résident en zone franche et que les gens ne voient jamais. Bon, le dessin, il existe depuis toujours. Moi, je ne crois pas qu'il y ait à faire un cas à part. On pourrait faire le même cas de la photographie. Il y a eu aussi un effet de mode, ou un effet d'intérêt très très important pour la photographie qui a elle aussi son salon à Paris. Mais on a un peu l'impression que il n'y a qu'à Paris ou qu'en France qu'on fait ce type de distinction ou qu'on décortique les choses, si vous voulez. On aime bien catégoriser les choses en France. Voilà, on aime bien catégoriser. Et je ne crois pas qu'il faille... bon, c'est une façon, effectivement, de peut-être plus facilement identifier les choses, mais il ne faut pas les déconnecter du reste. Ça veut dire que le FRAC Picardie va élargir non, de toute façon, notre propos, il a toujours été de considérer... le dessin dans une approche excessivement large, si vous voulez, puisque je dis tout à l'heure que ce qui nous intéressait, c'était le trait et la ligne. Donc on peut aussi bien acheter une sculpture qu'une peinture, qu'une vidéo. Bon, on n'a pas acheté de photos parce que c'est un autre type de collection, je dirais. Mais des écritures au néon, par exemple, oui, ça rentre. Oui, c'est plus le trait que le dessin, finalement. Oui. C'est le trait et la ligne, voilà, parce qu'on fait aussi cette distinction entre le trait et la ligne. C'est quoi la distinction entre le trait et la ligne? En anglais, il n'y a qu'un seul mot, il y a line, qui permet de parler du dessin, ou en tout cas de l'outil dessin. En France, on a trait et ligne. Alors moi, la distinction qu'on fait, ou l'analyse que l'on a produite, c'est de considérer que le trait était une trace qui était sans échelle, qui, quand elle est sur le papier n'a pas d'échelle. Je veux dire, c'est quelque chose qui est complètement abstrait, tandis que la ligne va déjà commencer à raconter une histoire, à sinuer, à introduire une relation au temps. Et je pense que là, ça permet pour nous, et bon, je crois que vous avez un schéma là qui apparaît de temps à autre, qui est la structure de la collection telle que nous l'avons conçue au fur et à mesure, et qui a été révélé parce qu'on ne fait que la théorie de sa pratique. Quand on achète des œuvres ou quand on s'intéresse à l'art et qu'on collectionne un peu, on fait la théorie de sa pratique, en tout cas en étant un collectionneur public. Donc à un moment donné, il faut faire cet effort de dire qui sommes-nous et à partir de là, les bases ayant été clairement identifiées et avec des phases et des dates phares qui ont été aussi ponctuées de relations assez fortes avec des artistes, qui ont induit vraiment aussi des pans entiers de la collection. C'est pour le dessin mural des gens comme David Tremlett, comme Albert Rolla, c'est pour la vidéo quelqu'un comme Pascal Convert, par exemple. Donc on a aussi, si vous voulez, au-delà du simple fait de la relation qu'on peut avoir avec des galeries ou des salons, c'est la relation forte, importante que l'on a avec des artistes dans des projets bien spécifiques. Et ça, Philippe, qui a été témoin de certains d'entre eux, au FRAC Picardie comme dans d'autres, on sait très bien que la grande richesse qui est la nôtre, c'est aussi de pouvoir
à partir des moyens qui sont les nôtres, de pouvoir produire ou de créer des contextes dans lesquels des œuvres vont être réalisées. Et si on peut ensuite faire en sorte qu'elles deviennent pérennes dans la collection, c'est, je crois, une façon très dynamique de concevoir le fait de développer une collection à partir d'une idée qui est très forte, qui a été énoncée, et de relations avec les artistes. Alors, dessin ou pas dessin, moi j'aime beaucoup chercher les dessins quand théoriquement il n'y en a pas. Donc aller à la FIAC et puis chercher des choses, en général, c'est des choses qui vont être de très bonne qualité parce qu'il faut que ça tienne à côté des Rolls-Royce qu'on est en train de montrer un peu plus loin. Donc que ce soit là ou à Bâle ou dans d'autres foires, mais je dirais que moi j'aime pas acheter dans les foires. Parce qu'on a déjà on ne va pas être réinvité. Si oui, non, mais que si j'étais à la FIAC ou ailleurs, je dirais la même chose. Il faut aller trop vite. C'est-à-dire qu'il y a une offre qui est là immédiate et il faut dire banco, quoi. À la limite, il faudrait sortir son chèque et puis payer tout de suite pour pas que l'œuvre vous passe sous le nez. Alors aujourd'hui, la situation, de par la notoriété qu'on a acquise, fait que notre parole vaut quelque chose et qu'on arrive à bloquer des choses. Mais cette effervescence où on sent que tout le monde est en train de vouloir acheter ou la même chose ou de faire la meilleure affaire, entre guillemets, sur un plan artistique, intellectuel, d'avoir la plus belle pièce, etc., ce n'est pas nécessairement ce qu'il convient de pratiquer dans un projet tel que celui que nous avons fait, de la relation qu'on a avec des artistes, de l'évaluation que nous devons faire, du sens que chaque œuvre va apporter à l'ensemble, parce qu'on n'a jamais acheté une œuvre de manière orpheline. Elle a toujours lié à une exposition. Non. Je veux dire, elle a toujours, elle a son propre sens. Elle porte une signification pour elle-même, mais elle doit toujours aussi en établir d'autres avec tout ce qui a pu être acquis avant. Ça, c'est une chose importante, sachant aussi que, comme l'a esquissé Christian L'Hôpital tout à l'heure, une des caractéristiques aussi de cette collection, c'est de faire des ensembles monographiques très importants. Par exemple, si je prends quelques cas, Anne-Marie Schneider, que vous devez connaître, on a pratiquement 70 dessins, et ce n'est pas une œuvre, c'est 70 œuvres différentes. Jean-Charles Blais, on a aussi un ensemble assez conséquent. Gabriel Orozco, avec lequel on a fait un travail très très long, on a aujourd'hui pratiquement une vingtaine d'œuvres, dans des formats complètement différents. William Kentridge, on a pu acheter 3 œuvres monumentales. Bon, il y a cette fidélité aussi dans le temps qui existe auprès d'un certain nombre d'artistes. Alors peut-être est-ce parce que à la fois les mécanismes de fonctionnement du comité que j'ai exposé et aussi mon ancienneté à ce poste fait qu'il y a une sorte de permanence de la pensée qui a vraiment mis les choses sur des voies. Alors, qu'en sera-t-il dans 20 ans ? Moi, je serai à la retraite. Donc, je ne sais pas ce que mes successeurs feront, je ne sais pas ce que le FRAC sera. Mais en tout cas, c'est aussi peut-être, sans vouloir rentrer dans un schéma de démagogie participative, comme disait Bernard Lubat, c'est peut-être de faire aussi en sorte que le public soit demandeur, que cette œuvre, en tant que FRAC, travailler la demande. Que ceci demeure, quels que soient les individus. Une question un peu rude, je m'en excuse par avance, Christian L'Hôpital. Est-ce qu'il y a 22 FRAC en France, des budgets d'acquisition qui sont entre 200 et 250 000 euros. On va y revenir parce qu'il y a une situation particulière, je sais, au FRAC Picardie. Est-ce que finalement, ces acquisitions par de l'argent public n'ont pas en quelque sorte freiné les démarches des artistes pour faire leur promotion, entre guillemets, auprès d'autres collectionneurs privés ou à l'étranger? Alors, je remettrais peut-être un peu en cause le mot frein. Le mot promotion, parce que bon, ça me dépasse. Je le savais, j'ai utilisé le terme sciemment. Non, je ne vois pas en quoi être en tant qu'artiste, avoir des œuvres dans une collection publique soit un obstacle, absolument pas. Ni la poursuite du travail, au contraire,
une chance énorme, et c'est aussi une possibilité que les œuvres soient vues par un grand nombre, parce que là, comme on le disait tout à l'heure, la question de la diffusion et de la monstration est très très importante, notamment par le FRAC Picardie. Voilà. Donc je ne vois pas en quoi ce serait un obstacle. Il y a une plus grande difficulté, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, pour un artiste peut-être vivant dans ce pays. C'est peut-être plus difficile pour être sur le plan international soutenu ou reconnu, mais ça c'est encore une autre histoire. Juste, vous pouvez préciser une minute ce que vous voulez dire ? Je pense que tout le monde sait à peu près de ce dont je veux Non, moi je ne sais pas, expliquez-moi. Non, parce que si on parlait, je ne sais pas, on se voit pour la première fois, on se rencontre pour la première fois, n'est-ce pas ? Donc la difficulté, c'est peut-être d'avoir des soutiens, c'est-à-dire que depuis, je ne vais pas faire un cours sur l'art contemporain, mais moi, depuis les années 60, on a une grande difficulté à imposer quand même son travail quand on est vivant dans le même du pays, vivant dans ce pays quand même. C'est une grande difficulté. Vous voulez dire que vous êtes plus reconnu à l'étranger qu'en France ? Ce serait mieux à la limite, mais c'est pas tout à fait le cas. Mais il y a quand même, depuis les FRAC, depuis les années 80, donc depuis les FRAC, donc depuis la puissance financière qu'il y a pu avoir à partir des années 80, et ça existe quand même, c'est une réalité. Il y a un soutien qui s'est fait dans ce pays pour les artistes. Voilà. Mais maintenant, tout a changé. Maintenant, depuis quand ? C'est quoi maintenant ? Tout a changé depuis au moins 20 ans, pour moi, je pense, de cette façon-là. Donc, a changé dans le sens où il y a beaucoup plus de possibilités. Donc, le salon du dessin, par exemple, en fait partie. Donc, il y a beaucoup plus de choses qui se passent. Et en même temps, c'est plus difficile aussi parce qu'on est très nombreux et que l'art, c'est véritablement, a explosé. Il y a des bons artistes absolument dans le monde entier. Voilà. Donc, c'est plus compliqué. Philippe Piguet, une autre question un peu rude. On l'a un peu évoqué. Il y a une demande croissante pour le dessin. Il y a des FRAC qui se spécialisent, des salons qui se spécialisent. Est-ce que du coup, cette demande du marché, on va raisonner en termes marketing, ne provoque pas un phénomène où des artistes vont mettre sur le marché des œuvres, des dessins préparatoires à leurs travaux ou des esquisses que peut-être naturellement ils n'auraient pas été tentés de proposer à des collectionneurs, mais la demande du marché, peut-être une amicale pression du galeriste, fait qu'on va mettre à disposition des dessins qui finalement n'auraient peut-être pas dû l'être. Je répondrai non, d'une manière rude et directe. Non, au sens où si on fait le tour ici, par exemple, de Drawing Now, je pense qu'on relèvera que l'essentiel des dessins qui sont présentés ici ont sans doute au plus, on va dire, 3 ans d'âge. Je ne pense pas qu'on descende vraiment très très bas dans l'ancienneté des choses offertes. Vous imaginez bien que, on va le dire aussi de manière très rude, un dessin de jeunesse de Christian L'Hôpital, soyons clairs, ne va pas intéresser aujourd'hui un collectionneur. Ça intéressera peut-être un collectionneur dans 20 ans, mais pas aujourd'hui, ça c'est sûr. Je pense que Christian sera quand même d'accord avec moi que ce qui intéressera le collectionneur, c'est l'actualité de sa création. Tu es d'accord ? Oui, je ne sais pas. Je pense qu'il y a aussi des collectionneurs qui suivent le travail de l'artiste pendant de nombreuses années. Donc, mais toi, tu n'as pas remis, par exemple, sur le tapis, dans des foires, des dessins qui dataient d'il y a 20 ans. Non, mais le choix des dessins dans un salon comme celui-ci se fait aussi avec le galeriste. Oui, oui. Donc, pour l'accrochage, on n'arrive pas avec des dessins et on ne les pose pas sur le mur comme ça. Non, mais il ne te viendrait pas à l'idée, je crois. Il ne te viendrait même pas à l'idée d'exposer dans le contexte de ce salon, avec Boîte Noire de Montpellier, il ne te viendrait pas à l'idée de lui dire tiens, on va mettre un dessin que j'ai fait en 75 ou en 80. C'est-à-dire il y a 30 ans. Si le galeriste... je te demande toi. De ma part. De ta part. Est-ce que tu serais intéressé à ça ? Par exemple, est-ce que tu serais d'accord ? Je ne vais pas parler du salon particulièrement. Mais non, pas du salon en particulier. Je pourrais parler par exemple de la Biennale de Lyon, la Biennale d'art contemporain, la dernière en 2011. Enfin, celle oui, où tu étais très bien représenté. Il y avait beaucoup de dessins, parce que Victoria Norton est passionnée du dessin. Elle m'a invité avec une série de dessins qui était de 2002. Ma réaction fut de dire mais on est en 2011, comme la plupart des artistes, c'est un peu étrange. Donc j'ai accepté. Et ensuite, elle m'a immédiatement fait part de son désir de présenter des dessins plus récents. Et quand elle est venue dans l'atelier, on a choisi les dessins pour la Biennale. Donc c'est des dessins qui s'échelonnaient de 2002 à 2011.
Et en fait, en regardant, elle a voulu voir des dessins encore plus anciens et elle voulait même des dessins de 75. Et moi, c'est moi qui lui dis non, je Voilà une ne fais réponse. pas une rétrospective. Voilà une réponse. Je crois que c'est très clair. Je crois que finalement, Est-ce que tous les artistes sont comme Christian L'Hôpital? Est-ce qu'il y a Non, ce que je voulais dire tout à l'heure en prenant le cas de Christian, en faisant une fiction comme cela, c'est qu'en fait, il y a aussi une question de l'âge de l'artiste. Bien entendu, dans un salon comme celui-ci, vous pourrez trouver des dessins qui datent des années 60, mais d'artistes qui ne sont plus de ce monde. Il y a Henri Michaud à la galerie Tessa-Herold, avec Ounoli, mais ça c'est parce que c'est le choix, là, de la direction du salon, de la direction avec la présidente et la directrice du salon, de prendre en compte dans ce salon quelques éléments qui sont de cette époque-là, parce que on veut témoigner de ce que, évidemment, la création contemporaine, elle a toujours un amont, elle a une antériorité. Pas de pression du marché pour mettre sur le marché des œuvres de qualité moyenne? Non, je pense que là où on peut trouver ce type de situation, ce serait plus dans une expérience que j'ai eue personnellement, dans des expositions, je dirais, culturelles et non pas à fin commerciale, c'est-à-dire dans des centres d'art. J'ai fait une exposition de Romano Palca, qui était un artiste qui est décédé il y a 1 an et demi à l'âge... À Thonon. Voilà, j'ai fait une exposition à Thonon-les-Bains, où là, j'ai sorti des cartons de l'artiste, des dessins... Parce que ça avait un sens de montrer... Voilà, parce qu'il y avait l'effet rétrospectif. D'ailleurs, ils étaient magnifiques, oui. La cote des dessins a augmenté, on est bien d'accord? La cote des dessins a augmenté, mais je ne sais pas si c'est la cote des dessins. Je dirais peut-être pas comme ça. Je dirais que le principe de la cote des dessins n'est pas du tout le même que celui qui règle la cote, je dirais, de la peinture, de la sculpture ou de la photographie. Bien entendu, vous trouverez sur ce salon des dessins. Je m'en enquérais tout à l'heure auprès de la galerie Le Long. Je lui demandais quel était le dessin le plus cher. Bon, et la réponse a été immédiate, 28 000 €, dessin de Ernest Pignon-Ernos. Avant remise Avant remise, mais ça, moi, c'est pas mon problème, la remise. Donc, en plus, je n'étais pas l'acquéreur, rassurez-vous. Mais il m'a dit, 28 000 €, c'est un dessin d'Ernest Pignon-Ernest qui représente Rimbaud. C'est-à-dire, c'est un dessin déjà, comme on dit dans le langage français, early piece, assez ancien. Donc, parce que Ernest Pignon-Ernest, c'est quand même un artiste qui est déjà très installé. C'est pas un jeune artiste. Donc, oui, une cote, bien sûr, parce que comme le dessin a la cote, les dessins prennent un peu de cote. Mais ça reste quand même très tempéré, comme on dirait, d'un climat. Ça reste raisonnable. 28 000 € malgré tout... Je suis allé regarder votre site internet et j'en profite pour dire qu'il est fort bien fait, celui du FRAC Picardie. Il y a une somme d'informations et en particulier, c'est l'un des rares FRAC qui affiche son budget d'acquisition d'année en année. Alors, c'est difficile de le montrer ici parce que c'est en petit format, mais je peux vous indiquer que ça descend et ça arrive à 0. Alors, vous ne pourriez même pas acheter un dessin à 1 000 € puisque vous êtes à 0 et donc évidemment encore moins un dessin de Ernest Pignon-Ernest. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le directeur? Quart d'heure polémique, donc je vous invite à rester. Alors, je pourrais me retrancher d'ailleurs mon obligation de réserve pour échapper à votre question. Mais comme il y a des faits objectifs et que, par ailleurs, effectivement, sur Internet, nous avons choisi de faire une sorte d'open data avec l'ensemble des, comment dirais-je, des paramètres de mesure de l'activité et puis notamment effectivement celle des budgets. On a effectivement une situation budgétaire qui s'est relativement compliquée et tendue ces dernières années pour de multiples raisons, de multiples avatars. Et après avoir connu effectivement moi c'est les avatars qui m'intéressent, moi. Expliquez-moi ça. Je n'en doute pas. Jusqu'en 2009, on a eu globalement une croissance des crédits d'acquisition qui était très très satisfaisante, puisque on a effectivement eu des paliers comme ça, parce que monté à 300 000 €. La confiance des élus et des acteurs qui nous financent n'était pas acquise aux premières heures, qu'il a fallu faire preuve de la nature, de l'intérêt de notre projet. Et il y a eu un déclencheur qui a été très important, qui est l'exposition que nous avons pu réaliser en 1994 au musée du Luxembourg, à l'invitation du Sénat et du Centre national des arts plastiques à l'époque.
Et ça a C'était été un best-of des acquisitions. c'était du plus FRAC, qu'un c'est ça? best-of, c'était quand même une sélection relativement importante, qui donnait déjà une image de ce qu'était la structure de cette collection avant qu'elle ne s'ouvre de manière plus importante à des choses beaucoup plus inhabituelles, c'est-à-dire vers les champs du dessin mural ou de la vidéo, qu'on pratique fidèlement aujourd'hui. Donc on est arrivé comme ça par palier en 2009 à 2008, je crois, 2008 à 290 000 euros de crédit d'acquisition. Et les années suivantes, en l'espace de 3 ans, on est arrivé à zéro parce que le conseil régional notamment a réduit ses contributions de manière très significative. Alors pourquoi Parce qu'il y a eu un désir de reconsidérer un peu le périmètre du FRAC et notamment son statut juridique. Il y a eu à un moment donné un projet d'établissement public de coopération Alors culturelle. justement, d'un mot, où est-ce qu'il en est ce projet Ça a été de enterré PCC? parce que c'était pas, ça n'a pas été reconnu comme viable par l'État et la région. Donc il y a un certain nombre de choses qui se sont passées. Il y a eu de la presse, effectivement, à la fois dans le Journal des Arts, dans un certain nombre de supports locaux et nationaux. Et notre attitude a toujours été de renvoyer les journalistes vers des questions à poser à ce qu'on appelle nos tutelles, c'est-à-dire l'État et la région, parce que je n'ai pas ici à faire état des positions de l'État ni de la région à notre égard. Donc, Mais alors comment expliquez-vous ce qu'a dit un élu régional, Alain Reuter, dans un excellent journal, puisque c'est le mien, et qui dit, je cite, « Nous suggérons de faire une pause dans les achats pour se concentrer sur le public ». Ça veut dire que vous ne vous occupez pas assez du public au FRAC? Je crois que Piguet a dit le contraire tout à l'heure. On peut développer une minute Il y a effectivement peut-être des critiques qui nous étaient adressées en termes de diffusion et de médiation, que l'on n'a pas toujours comprises, puisque je crois qu'on est un des FRAC qui diffuse de manière très régulière, voire parmi les plus nombreux. On a un programme qui n'a cessé de croître, en quantité et en qualité, parce que la collection permet aujourd'hui à la fois de par ses ressources, de par les ensembles monographiques, thématiques, etc., d'avoir vraiment des propositions très intéressantes pour le public. Et d'autre part, on a une stratégie territoriale, c'est-à-dire dans une région qui était inéquipée en lieu d'exposition. Depuis 1990, on a apporté notre expertise pour rénover, aménager, requalifier, créer des lieux. On a ainsi créé un réseau de 12 galeries dans les lycées et les collèges, donc ce qui permet finalement, quand vous mettez votre enfant en collège, finalement il va avoir une expo d'art contemporain tous les ans, donc ce qui n'est pas négligeable. Il y a vraiment cette idée de travail dans le temps. Alors effectivement, c'est pas très événementiel. Je pense qu'on est plutôt des jardiniers que des troubadours. Vous voulez dire que les élus préfèrent les troubadours aux jardiniers? Je pense, oui. Voilà. Donc on est dans des logiques qui sont un petit peu divergentes, et tout le travail est de redonner confiance aux élus par rapport à ce que nous faisons. Bon, donc on avance tout doucement, on tente de reconstruire les choses, et advienne que pourra. Advienne que pourra, j'ai entendu un bien sûr dans la salle, donc c'est peut-être le moment de se tourner vers la salle. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite intervenir, faire une réaction, poser une question sur ce qui vient d'être évoqué? Madame qui avait dit bien sûr, il me semble que c'est vous. Monsieur? Vous êtes la galerie. On devrait. On a retrouvé un petit peu de marge l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a eu une année 2011 blanche, c'est-à-dire qu'on n'a pas acheté une œuvre en 2011. En 2012, on a recommencé, on a eu une dotation de 90 000 euros qui a été confirmée très tardivement, donc on n'a pas pu tout consommer, donc on va finir de consommer. On va vous en faire le reproche. Hein.
Pas de politique, monsieur, pas de politique. On va dire que ça permet de stabiliser un certain nombre de relations et qu'elles doivent évoluer. Parfait. Ben, écoutez, il me reste à vous remercier, Yves de Cointre, Claude Piguet, Philippe Piguet, décidément, pardon, Christian L'Hôpital. J'espère que vous avez apprécié cette séance et rendez-vous à l'an prochain ou d'autres séances qui auront lieu au cours de la journée, je crois, ou demain et après-demain. Merci à tous. Merci.